Bienvenue chez Cerveau Puissant. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à nouveau notre référence en santé mentale, Christelle Albaret. Bonjour Claire. Bonjour Christelle, trop contente de te revoir parmi nous. Moi aussi, on a plein de choses à se dire encore aujourd'hui. Plein de choses à dire. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau format, on va parler de thématiques. La thématique dont j'avais envie de discuter avec toi, c'est l'argent. Vaste sujet. Vaste sujet. Psychologique, philosophique, bien entendu. Voilà, donc toi, déjà, c'est vraiment un tabou dans la société. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expertise sur la thématique de l'argent ? Ce que je peux exprimer sur le sujet de l'argent, c'est que déjà c'est un sujet culturel avant tout. Parce que quand tu dis que l'argent est un tabou, par exemple, nous en France, l'argent est un tabou, et tu places le même sujet outre-Atlantique, tu vas aux États-Unis, c'est pas un tabou, d'accord ? C'est devient un moteur, c'est quelque chose qui est même un lieu d'échange, j'ai envie de dire entre amis, entre collègues, donc c'est pas quelque chose qui fait rupture. En France, on n'a pas, mais c'est pas la même culture, et on a un rapport à l'argent qui est différent. Aux États-Unis, par exemple, on va dire outre-Atlantique, plus facilement, l'argent renvoie plus à une notion il est associé à la notion de liberté. En France, l'argent est plus limité. Alors, on pense que c'est quelque chose qui renvoie à la liberté pour soi. D'ailleurs, c'est vrai, quand on regarde entre la relation homme-femme, on voit bien que c'est un moyen d'enlever, par exemple, de la liberté à quelqu'un. Mais on est culturellement, en effet, dans un tabou de se cacher, ça ne se dit pas. Et le problème, c'est qu'on y associe même de la culpabilité. Il y a un truc qui est fou avec ce rapport à l'argent, c'est on désire tous intérieurement, et c'est de se dire l'argent est un moyen et on a envie d'être bien avec. Mais quand on avance vers l'argent, par exemple aujourd'hui, on peut en parler, c'est un sujet notamment avec le cyberharcèlement, avec les bitcoins. On se rend compte que les personnes qui gagnent de l'argent se disent on va absolument pas montrer aucun signe de richesse ou quoi que ce soit, parce que l'argent devient un lieu même de danger. Mais pourquoi ? D'insécurité. Parce qu'en France, on est révolutionnaire, on a coupé des têtes, et donc en fait, on est toujours à cet état-là où en fait, s'il y a des riches... pourquoi est-ce que l'argent, tu as raison, en France, et je te rejoins, ça n'est absolument pas pareil, et pas que outre-Atlantique, il y a aussi dans les Émirats, en Asie, la richesse est quelque chose de totalement... c'est une énergie. En France, vraiment, on ressent, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, on a l'impression que si on est riche, on va se faire couper la tête. Oui, il y a un peu extrême, mais... Je comprends la caricature que tu donnes, on peut le dire vraiment culturellement, c'est quelque chose qui se vit en discrétion et ne doit pas se dire. Mais ça vient de notre culture catholique ? La culture avant tout, et ensuite elle s'installe et elle se transmet comme un héritage inconscient en fait. Ça, donc très important. Donc en fait, on se transmet de génération en génération un héritage. Si je te dis dans ta famille, pour vivre heureux, vivons cachés, et qu'on ne montre pas et qu'on ne dit pas, eh bien tu vas avoir tendance à reproduire la même chose sans même te poser la question. Et si tu le fais, tu culpabilises. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est qui est associée à l'argent, c'est la notion de position sociale. Si aujourd'hui j'appartiens à un niveau social et que, par exemple, j'ai envie de monter dans les échelons, mais que gagner de l'argent, c'est d'un côté montrer que je peux réussir, mais de l'autre côté, quel rapport ça donne à ma famille ? Ce changement qu'il y a, et ça peut donner là aussi une peur de plus être en lien avec ceux qui représentent notre héritage, qui étaient dans le labeur. De renier en fait. Exactement. Donc c'est tout. Le rapport à l'argent est aussi un rapport au lien que l'on a avec les siens, qui n'est pas spécialement l'argent. C'est qu'est-ce que l'argent renvoie. Je pense que si on veut s'intéresser à l'argent, on se dit ok, ça représente quoi pour moi l'argent ? Et j'aime bien identifier, alors c'est ma position, je ne dis pas que c'est mon hypothèse, d'accord ? Mais l'argent, ton rapport à l'argent, ce que cela renvoie pour toi, ce que ça renvoie pour moi, ce que ça renvoie pour quelqu'un d'autre, n'est pas forcément la même chose. J'aime bien ce parallèle avec, par exemple, l'analyse des rêves.
dans l'analyse des rêves, si par exemple dans ton rêve, je sais pas, tu rêves, on dit quand on rêve que nos dents vont tomber, c'est que c'est signe d'argent, par exemple. Je reprends ce rêve-là. Mais ce rêve-là, si tu rêves de dents ou de dents qui tombent, n'est pas du tout la même symbolique pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que si je te dis, si tu rêves d'un dauphin, qu'est-ce que ça va venir dire dans ton histoire? Pas la même chose que moi. Si je te dis dauphin, par exemple, à quoi ça te fait penser? Un dauphin comme ça, Moi, spontanément. la liberté. Très bien. Et ben peut-être que moi, un dauphin, ça va me faire penser à, comment dire, la douceur. Donc, si je fais un rêve et que dedans, il y a un dauphin, ça va venir faire appel à la douceur. Toi, ça viendra faire appel à la liberté. Si on ramène ça, pardon, sur le rapport à l'argent. L'argent, finalité ou moyen? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Et en effet, si l'argent est un moyen de liberté, eh bien, ton rapport à l'argent sera peut-être plus facile à acquérir et à atteindre que si pour d'autres, le rapport à l'argent serait plus narcissique, par exemple. Ben là, il y aurait une notion peut-être de culpabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a pas un rapport, mais une analyse qui a été faite sur les hommes les plus riches du monde. Et il y a une théorie japonaise qui s'appelle Arigato In, Oui. Arigato Out. Moi, quand c'est une de mes meilleures amies qui m'en a fait part justement sur ces thématiques d'argent féminin, elle habite pas en France, donc elle a une autre vision dans un pays où l'abondance clairement est totalement acceptée. Et elle m'expliquait en fait que c'est simple. Quand on a interrogé un certain nombre de personnes très fortunées en leur disant mais comment ça se fait que vous êtes si fortunés? Et eux, tous la même réponse, c'est simple, l'argent est une énergie. Arigato in, l'argent s'en va, arigato in, l'argent rentre, arigato out, l'argent s'en va. Et en fait, l'argent recule, elle circule. Et moi, je crois, et tu as raison, je crois que dans ma vie, j'ai eu des moments, j'en ai eu, des moments, j'en ai pas eu. Mais à partir du moment où j'ai conceptualisé ça comme une énergie, et comme quelque chose, tu as raison, qui n'a rien à voir, qui ne m'éloigne pas de ma famille, ou qui ne me rapproche pas, mais qui juste fait de moi un être qui circule avec cette énergie que j'ai envie de rapprocher de moi, parce que pour moi, c'est l'abondance, c'est la sécurité, ça représente beaucoup de choses sans forcément que j'en sois totalement dépendante, loin de là. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept d'énergie? Alors, je rebondis et c'est super intéressant ce que tu dis et la façon dont toi-même aussi, tu sers ce propos à travers ta propre histoire. Et d'ailleurs, quand tu parles d'abondance, je vais venir chercher, je suis sûre, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu la psy quand je t'écoute. Et donc, je m'arrête toujours sur certains mots. Le mot abondance, qu'est-ce qu'il renvoie chez toi? Tu vas voir, ça va me permettre de répondre à ta question. L'abondance, pour moi, c'est la joie, l'amour, la simplicité, la lumière. En fait, l'abondance, c'est tout, ça représente. Donc, c'est généreux. C'est généreux. On est d'accord? Ma façon à toi de voir l'abondance, elle est généreuse et elle est rayonnante, avec quelque chose qui, à nouveau, circule. C'est je donne, je reçois. Tu vois, il y a un mouvement. Donc, c'est comme de l'eau. Si l'eau est oxygénée, elle ne pourrit pas. On est d'accord? Je reprends ce concept d'énergie. Pour certaines personnes, l'abondance, c'est amasser. Eh bien, c'est comme un trop-plein, c'est comme un surpoids de soi. C'est-à-dire que j'ai peur de perdre, donc je vais amasser. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus rien qui circule. Et ce qui m'anime dans mon rapport à l'abondance ou à l'argent, c'est la peur de perdre, la peur de manquer. Là, il y a une problématique. Mais si en fait, l'argent est un moyen et n'est pas n'est plus en lien à une source de peur, là, c'est quelque chose de sain. Mais sinon, ça s'enquiste. Et l'énergie ne circule pas. Si on s'intéresse à l'acupuncture, je fais un lien avec ça. Alors, je le pense comme ça, hein, c'est spontané. Mais en acupuncture, on travaille que sur les énergies. Et notamment, une des premières énergies, c'est celle du foie. Le foie, c'est l'endroit des émotions. D'accord ? Je ne suis pas expert en acupuncture, mais je me suis passionnée sur le sujet. Et pourquoi je dis ça? Parce que, notamment sur beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner, moi, je suis très orientée santé intégrative, donc multiréférentielle. L'acupuncture, c'est lorsqu'on est en baisse d'énergie, c'est un lieu extraordinaire pour une remontée très rapide. Et pour revenir à ça, on parle du foie, et l'endroit du foie, c'est l'endroit où en fait les émotions parfois s'enquistent. Et donc, ce que va faire un acupuncteur si tu es, par exemple, en baisse d'énergie, en dépression, en burn-out ou autre, ils vont faire retravailler et recirculer les énergies. C'est un petit peu la même chose quand on est dans un rapport à l'argent. Je pense qu'en fait, à partir du moment
où on a un rapport sain à l'argent, circulant. Moi, par exemple, je dis, ce que je veux, c'est que si tu vois, on fait du business ensemble, moi, je veux que tu réussisses, je suis contente pour toi, j'ai envie que tu gagnes plein d'argent. Et si j'ai envie que tu gagnes plein d'argent, mais je pense qu'en fait, moi aussi, je gagne plein d'argent. Et c'est sain, et j'ai pas de problème à dire je gagne de l'argent. Mais tout le monde, il y a un cercle vertueux. C'est en cela que je suis plutôt L'énergie qui circule, oui. même sur le concept de l'argent. Et ça, c'est vrai que moi, c'est un sujet, on en reparlera si tu veux, parce que je trouve ça fascinant. Et c'est vrai que tu as raison, c'est pas qu'on est en retard, mais c'est qu'on a un autre regard. Et moi, de moins en moins aujourd'hui, je ne le comprends. Et pourtant, je n'ai pas toujours... J'ai souvent été très éloignée de mon concept d'abondance. Mais voilà, en fait, je ne veux plus je ne veux pas en avoir honte de ne pas en avoir, d'en avoir. Et je pense aussi je pense qu'on peut regarder un compte en banque vide et considérer qu'il va se remplir si on en a évidemment la capacité, sauf cas extrême évidemment, et que tu as raison, savoir s'entourer, le souhaiter aux autres d'une manière ou d'une autre, à un moment, rééquilibre aussi. Tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. En ce moment, je me passionne sur le sujet des pionniers, ceux qui, à un moment donné, ont quitté l'Irlande, ont quitté l'Angleterre pour aller en Nouvelle-Zélande, pour aller au Canada, pour aller en Australie, pour aller aux États-Unis. Et il y a quelque chose d'intéressant. Il y avait 2 types de personnes qui allaient dans d'autres continents pour les coloniser. Soit ils étaient miséreux et ils allaient donc là-bas pour essayer d'avoir une vie meilleure, soit c'était des personnes qui étaient de gros propriétaires terriens localement, en Irlande, en Angleterre et autres, et envoyaient dans les colonies des personnes, des leurs, entre guillemets, des grands propriétaires, pour continuer à faire fortune et à coloniser ces terres-là. C'est quand même très intéressant quand on se dit outre-Atlantique, Nouvelle-Zélande et Australie, qui n'ont pas du tout la même mentalité que nous, de reprendre les origines. Complètement. Et je pense que là, si on tire au niveau anthropologique, philosophique, ce fil-là, eh bien, le point de départ de la façon dont est colonisée ces terres, elles sont parties sur des personnes soit qui voulaient une vie meilleure, soit qui allaient chercher une autre forme d'abondance. Intéressant, non ? Ouais, très intéressant. Alors, pour toi, comment est-ce que tu peux définir ce concept ? Je crois on a tous traité nos proches ou quelqu'un de notre cercle de radin. Qu'est-ce qu'un radin ? Alors, quelqu'un qui est radin, pingre, qui est avare. Alors, je pense qu'il y a différentes formes de personnes, mais on va aller rechercher, pareil, quelles sont les blessures du démarrage. Est-ce que ce sont des personnes qui ont eu peur de manquer ? Est-ce qu'il y a eu dans la famille des revers de fortune ? Et donc, comment cette personne s'est construite dans sa vie en rapport à ce dont elle a manqué ou hérité. On peut même aller regarder au niveau transgénérationnel ce qu'il y a eu dans les autres générations d'avant, qui fait que le rapport à l'argent et au fait d'avoir du mal, enfin d'être radin, va venir alimenter chez soi. Après, donc moi je suis vraiment plus sur ce niveau de conscience-là et de compréhension. Jamais je juge quelqu'un qui est radin, même si par contre, si je suis... je peux pas dire qu'au quotidien, ce soit quelque chose de très agréable, mais pour moi, le fait d'être radin, c'est un peu comme quelqu'un qui est jaloux. Ça pourrit sa vie à soi, ça pourrit la vie des autres, mais derrière, et avant tout, il y a une blessure. Il y a une explication. Oui, il y a une explication. Alors, à l'inverse, est-ce que avoir beaucoup d'argent, finalement, protège de la peur ? Non. Non, parce que l'argent, c'est un moyen. Donc, est-ce que ça protège de la peur ? Par exemple, comment l'argent peut te protéger de la peur de la maladie ? De la peur de la mort ? Ça va être compliqué. De la solitude. Et est-ce que l'argent, le fait d'avoir de l'argent, t'enlèvera la peur de manquer ? Absolument pas. Alors, tu sais qu'il y a un grand taux de dépression chez des gens qui gagnent très vite bien leur vie. Tu vois, notamment les lotos, et en fait, on se rend compte, souvent quand tu les interroges plusieurs années après, on leur demande alors, c'était génial, et en fait, ils disent, bah non, le rapport des gens a changé sur moi, ils le vivent presque comme quelque chose d'embarrassant, en fait. Alors, je pense que si c'est bien accompagné, ça peut être, c'est en effet soit vicieux, soit vertueux. Je vais essayer de donner quelques petites pistes par rapport à ça.
Déjà, il faut savoir que pour les personnes qui gagnent à de grandes loteries, ils sont aujourd'hui accompagnés psychologiquement pour pouvoir à la fois gérer l'argent, la relation, les autres. Ce qu'il faut comprendre, une des premières choses que j'aime à dire là-dessus, ça peut être sur le fait de gagner à la loterie. J'aime bien dire le mot loterie comme ça parce que tu vois, ça englobe tout. C'est que une des premières choses qu'on a besoin quand on vit une joie, c'est de partager. Quelqu'un qui est en joie, tu vois. Si tu as déjà vécu ça, tu t'es gagné un super contrat, tu sors de chez le client, tu t'es contenu chez le client en disant « Oui, bah, écoutez, c'est très bien, nous allons maintenant mettre ça en route. » Tu sors dans ta voiture, « Yes !» On l'a tous fait un jour, ça, ou un date ou autre, « Yes !» Et en réalité, qu'est-ce que tu fais derrière ? Tu vas appeler ton amoureux, tu vas appeler tes parents, tu vas appeler ta copine, tu vas appeler ton associé. Ça y est, c'est bon, on a signé le contrat. On est d'accord, ton besoin, c'est de partager. Imagine-toi que tu appelles ton associé et ton associé dit « Oui, mais attends, là, écoute, je peux pas te répondre pour l'instant. Super, toi, tu as géré le contrat, mais moi, je suis en train de me galérer avec les feuilles de paye. » Ça casse immédiatement ta joie. Et là, tu sais quoi ? Tu vas avoir de la tristesse et de la colère. Donc, quand tu gagnes, par exemple, à l'euro-million ou au loto, une des premières choses, si, par exemple, tu as une famille proche, tu as un mari ou un compagnon, des enfants avec qui tu vas pouvoir partager, ils vont faire équipe avec toi, déjà, première chose positive, tu vas pouvoir le partager. Mais si, par exemple, tu n'as pas cette micro-famille qui, en fait, bénéficie comme toi de la même chose, déjà, ça va être plus compliqué. Et ensuite, bien entendu, le rapport à l'autre va immédiatement changer. C'est la même chose que quand tu es quelqu'un médiatisé. Est-ce qu'on m'aime pour moi ou pour ce que je représente ? Donc, il faut apprendre à perdre cette forme d'anonymat, entre guillemets, même quand tu gagnes beaucoup d'argent, parce que tu sais plus, en fait, pour qui, comment dire, à qui on s'adresse. Donc, tu rencontres ce qu'on appelle une forme de solitude. Et ça peut faire très, 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 très mal. Et ça peut te broyer. Et puis après, il y a le rapport purement à la gestion, à l'économie financière, à l'éducation financière. C'est un sujet qu'on pourrait avoir ensemble. C'est qu'aujourd'hui, nombre de personnes ne sont pas du tout éduquées financièrement. Contrairement à ce que, par exemple, tu vas aux États-Unis, ils sont au lycée, les gamins sont formés à l'éducation financière. Bien sûr. Nous, en France, les élèves ne sont pas du tout formés à ça. Fait que tu arrives, tu gagnes énormément d'argent. Si tu n'as pas un écosystème... Même pas énormément, tu gagnes un peu d'argent et on n'est pas habitué à mettre de côté. Quelqu'un qui gagne à l'euro-million, il gagne des milliers d'argent, eh bien, on a beaucoup de personnes qui perdent tout en très peu de temps parce qu'en fait, ils ne sont pas accompagnés et pas formés pour cela. Non, mais complètement d'accord. Autre sujet que j'ai très important, et c'est vrai qu'on doit parler d'agents et de placement et de protection aux jeunes filles, aux jeunes garçons, sans que ce soit une gêne. C'est hyper important. C'est vrai qu'on est une société, en tout cas nous en France, où on nous a expliqué que justement on était protégés avec le système des retraites, pour la partie des gens qui sont salariés. Mais ce qui est vrai qu'il y a plein d'autres systèmes où en fait, jour au lendemain, si le salaire, si le travail s'arrête, il faut se réinventer. Moi, j'ai vécu en Argentine. Buenos Aires, c'est un pays qui a vécu de crise en crise, dictature. Un jour, je crois que d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler d'argent, un jour la banque a littéralement pris l'argent des comptes bancaires de tout le monde. Oui. Donc ils se sont fait tous déposséder. Et les Argentins ont beaucoup de qualités, évidemment certains défauts, mais ils ont une immense qualité. C'est qu'ils ont un rapport au matériel, à l'argent, quelle que soit la classe sociale. Détaché. Et je crois que moi, je suis arrivée là-bas, j'avais 20 ans, et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et ça n'a rien à voir avec la classe sociale. C'est à voir avec une conscience et un rapport de nous avec cette énergie. Mais dans cette et on n'en parle jamais. Et le rapport on en parle très peu. Très intéressant sur ton angle, c'est qu'ils ne définissent pas leur qualité et leur identité par rapport à l'argent. Donc, ça veut dire que l'argent est bien un moyen, mais n'est pas une identité. Ma valeur n'est pas indexée sur mon compte bancaire ou mes biens matériels. Mais pourquoi ? Dans des pays qui ont vécu des insécurités, des revers de fortune à très grande échelle, où on sait très bien qu'en fait, du jour au lendemain, c'est quelque chose qui peut disparaître, notre rapport va changer. Et on peut faire exactement la même chose sur la maladie. Quelqu'un qui a rencontré la maladie, le rapport à la vie sera complètement différent. Donc,
En Argentine, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, je ne connaissais pas, je te remercie de le dire, Non, mais c'est très ça peu veut dire connu. que c'est identitaire. Exactement. Leur identité est beaucoup plus forte. Leur valeur n'est pas indexée En fait, sur tes biens matériels. eux, ils rigolent, ils te disent de toutes les manières, l'État un jour a pris à vider nos comptes bancaires. Mais littéralement, ils n'ont pas eu accès pendant 3 jours, personne ne pouvait tirer de l'argent. Bon, c'est malheureusement des sujets. Et la même chose en Grèce. Mais voilà. Et alors moi, je suis arrivée là-bas jeune, et puis je montais dans les taxis, puis les taxis hyper sympas, on papote et tout. Et puis je me dis, mais il est super érudit ce taxi. Et il me dit, mais vous savez, moi avant, j'étais ancien grand professeur, brillant, et puis la crise est arrivée, et maintenant je suis taxi, mais j'adore, parce que maintenant je communique avec les gens. Et en fait, voilà, moi, ça m'a donné en tout cas une ouverture d'esprit et je me suis dit, mais il y a beaucoup plus loin que juste cette vision de en avoir, ne pas en avoir. Et c'est ça dont je voulais vraiment parler aujourd'hui. Tu sais ce que je trouve génial dans cet exemple avec ce professeur qui est en même temps aujourd'hui taxi, c'est que quand il dit ça et que tu dis « Ah, ça me fait du bien », il te donne la permission d'avoir des échecs. Il te donne mais aussi la permission de te renouveler, de toujours avoir de la valeur et de rebondir. Mais Cette permission-là, elle fait tellement du bien. Mais c'est Sinon, exactement ça. on Moi, en développe fait, de la peur sinon. Alors que là, on développe une permission de se refaire. et ben moi, tu as complètement raison. Je me souviens de cet épisode et je me suis dit, mais waouh. D'ailleurs, tu vois, c'est resté gravé. Enfin, c'était il y a quand même 20 ans. Et je me suis dit, mais il est extraordinaire ce taxi. Et surtout, ça m'a donné une légèreté, ça m'a libérée dans ma manière aujourd'hui de voir la vie de manière extraordinaire. Et je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ton identité sur ta façon, par exemple, d'entreprendre, parce que tu oses des choses et tu regardes le côté réalisable plutôt que de regarder le côté problème ou le côté obstacle. Complètement. Moi qui Je me commence souviens pas de comment il plus en s'appelle ce plus monsieur, mais à être, comment dire, à œuvrer avec toi, c'est quelque chose qui est très agréable à ton contact, c'est qu'en fait, tu regardes des obstacles, on va toujours en rencontrer. Donc, regardons le rebond et de ce qu'on est capable de faire avec ce qui est là. Et en fait, plutôt que de se dire, OK, quels sont les problèmes qu'il va falloir qu'on traite? On les traitera au fur et à mesure. Exactement. Dernière question. Est-ce que tu crois, je connais déjà la réponse, que parler d'argent plus librement nous rendrait collectivement plus apaisés? Alors, je vais essayer de t'y répondre autrement. Pareil, ça me vient spontanément comme ça. Je pense que l'argent, c'est comme le sexe. En vrai, entre meufs, entre guillemets, on en parle d'argent. Mais On c'est a vrai. des galères d'argent, on a des choses, mais même pour parler que ce soit des problèmes graves à la maison ou plus légers de shopping ou autre, on va parler C'est vrai. de notre rapport à l'argent. Comme le sexe. Nous, on est capable de dire en ce moment, j'ai pas envie, et ça se passe comment chez toi? Ah bon, ton mec aussi? Alors que du côté masculin, je pense que le rapport à l'argent renvoie à quelque chose d'un poids que l'homme a, d'être la sécurité, d'être celui qui se sent une sorte de poids sur des épaules qu'il ressent ou qui se projette comme le poids de la performance sexuelle et qui fait qu'entre eux, ils ont du mal à aborder ces sujets. Donc, ils vivent avec beaucoup de croyances et beaucoup moins de réalité du sujet. Si les hommes parlaient entre eux de leur réalité économique, financière, de la même façon qu'ils parleraient de leur réalité sexuelle, eh bien, ça leur ouvrirait les chakras. Il serait plus apaisé. Ça serait un sujet. Oui. La relation à l'argent entre les hommes et les femmes. Mais en tout cas, merci pour toutes ces informations. J'ai envie de parler pendant des heures avec toi, mais ce sera l'occasion de faire d'autres épisodes. Eh bien, exactement. On se retrouve sur un prochain sujet. Génial, merci Cristal. Merci à toi, Claire. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes, soutenir Cerveau Puissant et suivre toutes les actualités, les échanges à venir et les contenus que je prépare pour continuer à nourrir ce qui fait vraiment la différence.